Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi au Liban avant que votre voix vous indique le chemin de la France. Des moulins vous ont permis de commencer à tourner dans le cœur du public. Les tours de Notre-Dame vous ont permis ensuite d'atteindre des sommets. Un premier sommet avant beaucoup d'autres, j'en suis sûr. Bonjour Hiba Tawaji. Bonjour et merci pour cette très belle introduction. C'est la moindre des choses quand on voit votre parcours. On va tout à l'heure parler de cet album de l'Olympia, moment très fort qui sort ces jours-ci. Mais on va évoquer aussi votre parcours à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Et quel parcours. Alors, première date, je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié, le 24 janvier 2015, première télé en France avec cette chanson. Que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. La bidai ou la nihai Les moulins de mon cœur, ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr. En fait, cette chanson, c'est une chanson du film L'affaire Thomas Crown, qui a permis à Michel Legrand d'obtenir le trophée, l'Oscar de la meilleure chanson originale. Et moi, j'ai vu la séquence mais en un instant, c'est Mika qui se retourne et qui vous découvre. Oui, c'était un moment très fort. J'avais la voix qui tremblait un peu parce que c'est une compétition, mais c'est aussi moi qui venais du Liban et j'avais déjà aussi sorti des albums, j'avais un public qui me suivait, j'avais fait des choses quand même. Donc pour moi c'était un vrai défi, un vrai risque à prendre. Donc j'avais beaucoup le trac, mais en même temps j'ai beaucoup apprécié ce moment et ça m'a vraiment marqué. Oui, parce qu'au départ, quand on vous téléphone pour vous proposer The Voice, vous refusez. Oui, au début, ma première réponse, c'était Bruno Berberes, donc le directeur de casting de l'émission, qui m'appelle et qui me propose de participer à l'émission. Et moi, je lui dis, mais non, c'est sûr que non. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais je peux pas. J'ai un public qui me suit, je fais des concerts partout dans le monde arabe. Je peux pas remettre tout en question. Il me dit, mais non, ne le prends pas comme ça. Pour toi, c'est peut-être un tremplin. C'est un nouveau public qui va te découvrir, qui va écouter ta voix, c'est de nouveaux horizons, etc. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, allez, j'ai encore le temps de prendre des risques et tout. Donc, j'ai accepté et je pense que j'ai pas de regrets du tout. Non. Et pourquoi et comment avait-il pensé à vous? Il avait vu une vidéo de moi sur YouTube. Je pense que c'était une vidéo de moi qui chantait Avec le temps. Et du coup, ça lui a plu et il m'a contacté. Alors, et là, vous n'avez pas eu à faire l'examen, c'était directement The Voice, le concours. Alors, quand on voit la tête de Mika, on a le sentiment qu'en une seconde, il vous reconnaît parce qu'il est libanais lui aussi. Il vous a reconnu tout de suite. Je pense qu'il a reconnu ma voix. Il hésitait, il n'était pas très très certain. Mais ça lui a parlé en tout cas. Et Zazie a suivi dans l'instant. Et Florent Pagny, c'était un peu plus long, mais quand il vous a vu, là, il a eu un regard très particulier. Vous en souvenez? Un regard très bienveillant. Et ensuite, Florent Pagny, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et c'était aussi très touchant de le voir se retourner aussi. Et Jennifer, bien sûr, a suivi. Jennifer qui a suivi. Elle ne pouvait pas faire autrement. Et tous ont été unanimes. Et vous avez finalement choisi Mika. Il n'y avait pas d'autre solution. J'ai choisi Mika parce que je me suis dit c'est le premier qui s'est retourné. Donc voilà, j'ai fait confiance à mon instinct aussi comme lui. Et je pense aussi le fait qu'il soit aussi d'origine libanaise, il y a peut-être aussi ce côté un peu oriental qui peut ressortir chez nous deux, une forme de communication qui peut être peut-être un peu plus évidente ou simple, on va dire. Oui, il est né au Liban, il est parti à cause de la guerre, il est venu en France et ensuite sa famille s'est installée en Angleterre où il a grandi. Il se trouve aussi que vous avez continué la compétition, vous avez chanté Britney Spears, Véronique Sanson et Françoise Hardy. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune s'est... Ça aussi, c'était une surprise. Pourquoi cette chanson, Hiba Tawaji? Alors, les battles, c'est le coach qui choisit les chansons. Donc, c'est Mika qui a fait ce choix de la chanson Mon ami la rose. Et c'était une battle, donc c'était un défi.
Alors cette chanson, on pense qu'elle est d'après Ronsard, mignonne, allons voir si la rose, le poème. Mais en fait, c'est la femme qui a écrit cette chanson, Cécile Collier, voulait rendre hommage à Sylvia Lopez, la première femme de Francis Lopez, le roi de l'opérette, qui était son amie, qui était morte comme ça prématurément. Ah, je savais pas. C'est l'origine de la chanson. Donc un marathon semaine après semaine, et vous allez jusqu'aux demi-finales, ce que vous n'auriez jamais imaginé. Alors, je m'étais pas mis de... Je savais pas si ça allait durer longtemps ou pas, mais j'ai espéré en tout cas arriver jusqu'en finale. Mais dans ce genre de compétition, on peut jamais savoir si ça peut durer ou pas. C'est pas forcément que le talent, mais le public était au rendez-vous. Ils ont voté pour moi durant les directs, et c'est aussi en partie grâce à eux aussi, grâce au public, que j'ai pu aussi atteindre la demi-finale. Oui, et puis c'était quand même beaucoup de travail, parce qu'en coulisses, il y avait beaucoup de travail, beaucoup plus que vous imaginiez au départ, peut-être. Oui, beaucoup de travail, mais c'est surtout aussi le côté imprévu, le côté je savais que je pouvais répéter, préparer tout, et après ce qui pouvait se passer après, c'était pas dans mon contrôle, donc voilà, c'était ça, ouais, c'était ça qui faisait un peu plus peur. Aller en demi-finale vous a permis de faire la tournée et de découvrir la France. Oui. Je crois que ça a commencé à Amiens. Ah bon? Oui, peut-être. Oui. Vous connaissez mieux que moi les. Oui, c'était une belle expérience aussi, la tournée. C'était la première fois que je faisais une tournée en France, et c'était sympa aussi de me retrouver avec ces artistes incroyables que j'ai rencontrés sur l'émission, et ce public qui était aussi au rendez-vous. C'était les Zéniths aussi, je pense. C'était la tournée des Zéniths, donc forcément c'était un moment fort. Puis le moment le plus fort, je crois, c'est lorsque la tournée est passée par le Festival international de Jounieh, au Liban, oui. Qui est à 20 km de Beyrouth, je crois. Oui, c'est au bord de la mer, et c'était aussi un moment incroyable de voir le public libanais fier d'accueillir une artiste qui a participé à The Voice, et c'est là où j'ai vraiment découvert que The Voice était vraiment beaucoup et très suivi par les jeunes et par les enfants et les ados. Donc ça m'a aussi permis de toucher aussi une nouvelle génération. Et puis, si on en revient à vos débuts, vous êtes né dans un quartier de Beyrouth qui est un très beau quartier, qui est Ashrafieh. C'est un quartier, c'est presque le quartier le plus chic de Beyrouth. Oui, ça dépend. Après, il y a de tout. C'est très diversifié, mais j'ai jamais grandi là-bas. Je suis née là-bas, mais j'ai grandi plutôt dans ce qu'on appelle le Mont-Liban. Exactement, à 15 km de Beyrouth, je crois. Il y a un quartier Mazra Achou. Oui. Et il se trouve que c'est une des régions les plus prisées du Liban, et grâce à son paysage et grâce à la vue sur la mer, je crois. Oui, il y a une très belle vue sur la mer, les montagnes aussi. C'est pas très loin de Beyrouth. Il fait pas très chaud, il fait pas très froid. Voilà, c'est assez chouette de grandir là-bas. Et l'école aussi, c'était l'école Athénée, je crois, à Beyrouth, qui est une école assez récente, qui est née à la fin des années 60. Oui, c'est récent, mais ça a quand même une histoire, beaucoup de personnes ont été diplômées de l'Athénée, et ils ont aussi réussi pas mal dans le monde aussi. Voilà. Et en fait, ce sont des professeurs qui ont fondé cette école en 69 avec un but, c'est un savoir conséquent, une formation solide pour les élèves. Ah, vous êtes incroyable. J'apprends des choses. Alors, il se trouve qu'il y a eu le baccalauréat littéraire, mais surtout, la musique est venue parce que je crois que dans la famille, tout le monde se réunissait et la fête était là. Oui. Alors, notre famille, en tout cas moi, mes parents, tous les deux, ils chantaient tout le temps. Oui. Donc ils ont tous les deux une très très belle voix. Mon grand-père maternel aussi, il chantait, aussi à la chorale, à l'église et tout ça. Après, mes oncles maternels sont des mélomanes aussi. Donc voilà, dans la famille, on est très axé musique, tout ça. Donc, et surtout les occasions familiales, on le célébrait avec la musique. Voilà. Et puis je crois qu'à 12 ans, c'est les premiers cours de solfège, de piano et les vocalises. Les premiers cours de chant et de piano, de solfège à 12 ans, oui. Et pourquoi ? Parce que j'avais cette passion pour le chant, pour la musique, et parce que je voulais apprendre, je voulais évoluer, et je savais que c'était un chemin que je voulais parcourir. En voulant faire une carrière ? Oui.
Mais vos parents ne faisaient pas ça. Pas du tout. Ils sont pas du tout des professionnels, mais ils m'encourageaient beaucoup. Après, il faut savoir que j'étais très timide, donc j'exprimais pas vraiment ça devant tout le monde. C'était mon petit secret à moi. Et pour moi, j'avais pas le temps, je devais vraiment être à la hauteur, donc j'ai commencé à 12 ans et je m'étais dit ah oui, j'ai commencé un peu trop tard peut-être. En tout cas, il y a une école qui est aussi célèbre que le conservatoire à Paris, c'est l'école Ghassan Yamin, et qui est une école qui est la fierté du Liban, je crois. J'ai aussi c'est une très bonne école de musique. J'ai aussi pris des cours de chant et de solfège. J'ai continué à prendre des cours d'opéra, de lyrique, de solfège, tout ça, de piano aussi pendant longtemps. Et surtout avec un but précis, ne pas être rangé dans une case. Ça, c'était important pour vous. Oui, parce que quand on me dit, on me demande mais tu chantes quoi? Qu'est-ce que tu aimerais chanter? Comment tu peux définir ta musique? En fait, j'arrive pas à la définir parce que j'arrive pas à me mettre dans une case et je sais pas faire ça. Moi, ce que j'aime, c'est la musique qui me touche. J'aime chanter tout genre de musique qui me touche. Après, peut-être c'est ce mélange-là qui fait qu'on a une identité particulière et unique. C'est vraiment le fait de mélanger tous ces genres et ces langues et ces cultures qui font qu'aujourd'hui, on a notre propre identité artistique. Oui, et il n'y a pas que la chanson, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 17 avril 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Hiba Tawaji. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Hiba Tawaji. Alors, on évoquera tout à l'heure votre album, l'Olympia, un Olympia qui a marqué votre carrière. On en revient à votre parcours. On a vu vos débuts au Liban et dans The Voice. Et puis, il n'y a pas que la chanson, car le 17 avril 2013, vous recevez un prix de réalisatrice pour votre premier court-métrage, La Corde, au Festival du film du Moyen-Orient de l'université Yazed à Dubaï. Ça n'a rien à voir avec la chanson. Oui, parce que j'ai fait des études de cinéma. En plus. Ouais, en plus, à Beyrouth également. Et donc, pour mon diplôme, c'était un court-métrage. Il fallait réaliser et écrire un court-métrage. Et donc, mon court-métrage, je l'ai présenté à plusieurs festivals et j'ai gagné des prix pour ce court-métrage. Oui, il se trouve qu'à Dubaï, c'était le plus gros prix. Dubaï, d'ailleurs, quand on fait ses études à Dubaï, je ne sais pas si vous le savez, le coût de l'école, c'est 70 000 € par an. Ah oui. Ouais, c'est bon. Alors on a l'essence gratuite pratiquement. Ici en France, on a la chance d'avoir autre chose. Alors ce court métrage, c'était l'histoire d'un épicier libanais dont la vie était bouleversée du jour au lendemain. Et c'était en même temps un message sur le bonheur et le malheur. Oui. Aussi. Il y avait aussi beaucoup d'allusions sociopolitiques aussi par rapport à l'actualité à ce moment-là au Liban. Mais oui, c'est l'histoire d'un épicier qui va découvrir devant son épicerie une corde qui tombe du ciel, qui descend du ciel, pendue du ciel. Et ça change sa vie. Ouais. Pourquoi cette envie de faire de la réalisation en dehors de la chanson, Hiba Tawaji? Pour moi, c'est un outil d'expression aussi. C'est une autre manière de raconter des choses, de ressentir les choses, de faire passer de l'émotion. Donc pour moi, ce sont deux arts complémentaires, je trouve. C'était à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui est une des plus grosses universités et des plus anciennes du Liban. Oui. Donc il y a différentes branches et vous avez pu vous inscrire dans la branche l'audiovisuel. Oui. Et il y a quelqu'un qui a fait ses études là-bas, c'est un certain Amin Malouf. Oui, à l'université. Votre beau-père. Oui. Et Gabriel Yared aussi. Oui, et une grande réalisatrice libanaise également, Nadine Labaki. Beaucoup de réalisateurs d'ailleurs. Et puis en même temps, vous êtes formée au jeu d'actrice. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tourné pour le cinéma? Parce que j'aimais être derrière la caméra, mais j'aime aussi être devant la caméra et jouer et raconter une histoire aussi. Donc j'aime les deux. Voilà, donc vous pouvez tout faire. Et surtout, la chanson est quand même restée, parce que ce qui vous intéresse, c'est les grandes voix. Les grandes voix vous ont toujours fasciné. Oui, beaucoup. C'est comme ça que j'ai découvert cette passion que j'avais pour le chant. C'est en écoutant toutes ces grandes voix qui m'ont longtemps fait vibrer et qui m'ont inspiré, et que c'est à ce moment-là que je me suis dit que moi aussi j'aimerais aussi faire la même chose. Et l'une des grandes voix qui vous a inspiré, c'est celle-ci. Oui,
Whitney Houston Oui, entre fait autres. partie des grandes voix qui Bien vous sûr. fascinent. Vous savez elle est aujourd'hui détentrice du record du plus grand nombre de 45 tours consécutifs classés numéro 1 aux États-Unis. Je crois qu'entre 85 et 92, ça a été toutes les semaines pratiquement. Ça me... Je suis pas surprise. Et il y a elle, et puis il y avait Maria Carey aussi. Et les Surtout. Deux, surtout, pourquoi? C'est cette virtuosité, cette... Ouais, techniquement, je pense celle qui m'a le plus touchée. Et les grandes voix, celles qui vous fascinent, ce sont celles de votre pays, parce qu'il y en a beaucoup au Liban, Oui. mais aussi celles des pays anglo-saxons, les deux, qui sont très différentes. Très très différent, oui, mais c'est ça. On parlait tout à l'heure de la diversité. Moi, c'est vraiment ce mélange de vraiment toutes ces voix, toutes ces cultures qui font de moi aujourd'hui Ce que vous êtes. ce que je suis. Qui Et je Whitney suis. Houston, vous avez chanté I Have Nothing, ce qui n'est pas facile, c'est très dur de chanter Whitney Houston. C'est super dur, bien sûr. Il faut y aller. Bah vous y allez. Moi, je repense à The Voice, à la fin de la chanson du moine de mon cœur, où vous avez poussé la note sans vous arrêter. Comment peut-on faire ça? Mais c'était une note tenue qui à la base, en fait, mon adaptation des Moulins de mon cœur, donc L'Abidaï ou la Nihaye, qui a figuré dans un de mes albums, adapté par Oussama Rahbani, donc mon producteur de longue date, et écrite par le grand Mansour Rahbani, qui est une légende dans le monde arabe. Et donc, pour cette chanson, à la fin, je tiens la note très longtemps, et c'était en hommage à Barbara Streisand, qui a fait la même chose dans son interprétation de Piece of Sky dans Yentl. Donc, c'est un hommage à elle. Ça, il faut le faire jouer. Il faut encore la tête de Jennifer quand elle vous a vu tenir la note. C'était extraordinaire. Alors, à Batawaji, il y a aussi une chose, c'est que pour vous perfectionner, vous avez été passé plusieurs mois à New York, 3 mois à New York, avec une coach qui s'appelait Gwen Conley. Oui. Pour moi, on n'arrête jamais d'apprendre. Il faut toujours aussi essayer de ne jamais se contenter de ce qu'on a toujours à chercher plus loin, à apprendre des choses. Et donc, ce voyage-là, c'était aussi une manière d'apprendre de nouvelles choses et d'évoluer aussi. Et en 3 mois, on peut apprendre de nouvelles choses avec un coach? Oui, bien sûr, forcément. Moi, je pense que tous les jours, on peut apprendre de nouvelles choses. Les rencontres, les expériences de la vie, tout ça, c'est enrichissant. Alors, ce qu'on ne sait pas en France, c'est votre carrière au Liban. Il y a eu beaucoup d'albums, il y a eu 4 comédies musicales. On ne les connaît pas forcément en France, les comédies musicales. Ce sont des comédies musicales qui ont tourné au Liban et dans le monde arabe. Et ce sont des comédies musicales qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on appelle l'opéra populaire ou les épopées, tout ça. Donc, c'est pas vraiment comme les comédies musicales qu'on peut voir en Angleterre ou en France. C'est vraiment un genre spécifique, particulier. Avec l'art lyrique beaucoup plus important encore? Pas dans la manière de chanter, mais peut-être dans la mise en scène et dans l'interprétation, mais pas dans la manière de chanter. Et vous avez joué Dulcinée dans Don Quichotte. Oui. Entre autres, oui. Don Quichotte, Dulcinée, ouais. Et ça, Don Quichotte, c'est un classique en plus. Oui, après, c'était une adaptation de Don Quichotte, une adaptation un peu plus libanaise, arabe. Donc, on a pris le thème de Don Quichotte et l'histoire de Don Quichotte et on a essayé de l'adapter à l'actualité libanaise. Oui, ce sont des choses qu'on ne verra jamais en France, ces comédies musicales. Et d'ailleurs, la Dulcinée, en fait, au départ, c'était en espagnol classique, c'est le mot douceur. Et ensuite, Don Quichotte en a fait un personnage qui n'a pas existé, et c'est devenu aujourd'hui une dévotion, un amour infini pour quelqu'un. Alors, ce qui fait que vous avez réussi une performance aussi. Vous avez été la première chanteuse à vous produire en Arabie Saoudite. Et là, ça a été un événement aussi. Oui, c'était Corrigez-moi, parce que vous savez mieux que moi les dates. En décembre 2017, je pense. Ouais. Oui, alors j'étais la première femme à chanter en public en Arabie Saoudite. Donc, c'était un événement historique qui a été relayé par les médias partout. Pour moi, c'était un honneur de faire partie de cette évolution et cette nouvelle page de l'histoire qui s'écrit. Mais comment c'est né? Comment ça s'est fait? Alors, on m'a appelé, on m'a contacté, on m'a invité. Et en parallèle, j'avais sorti un morceau qui parlait de l'émancipation de la femme et de son droit à choisir son propre destin et à vivre sa vie comme elle l'imagine. Et donc, je pense que ça a aussi fait écho à la situation et
à cette évolution qui commençait à prendre place. Et ça a fait évoluer justement le pays. Alors ça a participé forcément, oui. Parce que après toute évolution, c'est les mains les uns des autres et c'est des petits pas qui font qu'aujourd'hui on peut vraiment aller loin. Et puis vous avez commencé à chanter en français et il y a une chanson très difficile à chanter que vous avez interprétée. Vole, vole, mon amour, puisque le nôtre est trop lourd, puisque rien. Alors, Whitney Houston, c'est pas simple, mais Céline Dion non plus. Non, pas du tout, bien sûr. Elle fait partie aussi des voix qui m'ont beaucoup inspirée. Est-ce qu'il y a une particularité pour chanter Céline Dion? Comment on fait? Parce que elle a une telle voix. Moi, je vois peu de femmes chanter Céline Dion avec talent. Il faut mettre le cœur, la technique au service de l'émotion. C'est surtout ça. Et vous l'avez rencontrée, Céline Dion? jamais, non. Je pense qu'elle serait très heureuse de votre interprétation. J'adorerais la rencontrer. Quand on pense qu'elle est arrivée en France, moi je me souviens, elle avait 13 ans avec sa maman, personne ne voulait d'elle à la télévision, et elle avait été acceptée dans une émission Croque Vacances, tout simplement parce qu'on la prenait pour une chanteuse pour enfants. Ah. Et ça a beaucoup changé depuis. Alors, les chansons françaises, justement, au Liban, elles sont beaucoup plus connues qu'on l'imagine. Oui, elles sont vraiment très connues. Moi, je connais des chansons françaises, parfois Ibrahim, il me regarde, il me dit, mais d'où tu connais cette chanson? Je lui dis, mais au Liban, on écoute vraiment toujours ça, surtout Radio Nostalgie, tout ça. Et moi, je me souviens avoir fait un spectacle sur Piaf et Brel. Il connaissait Piaf et Brel par cœur. Oui, oui. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est la partie Liban. Et puis, il y a une autre date importante dans votre vie que vous n'avez pas oubliée. C'est le 7 décembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Hiba Tawaji. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Hiba Tawaji. Donc, on évoquera tout à l'heure cet Olympia mythique avec cet album qui est sorti il y a quelques jours. Le 7 décembre 2024, une inauguration que vous n'avez pas oubliée. Cette chanson a été vue, je crois, par 30 millions de téléspectateurs. C'était, je pense, un des moments les plus forts de toute ma carrière, je pense. Vous êtes à Notre-Dame, il y a du froid, il fait froid, il y a du vent, et vous êtes sur le parvis avec une belle robe bleue, oui. En train de chanter. Oui, alors je pleurais d'émotion, mais de froid aussi. Il faisait vraiment très très froid. Mais j'étais transportée par ce moment vraiment magique. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'orchestre était à l'intérieur, dirigé par Gustavo Dudamel, qui est le plus jeune chef à avoir dirigé le concert de Vienne de fin d'année, et de début d'année plutôt. C'est pas facile d'avoir l'orchestre à l'intérieur et de chanter dehors. Oui, mais pourquoi? J'avais aussi les oreillettes. Pourquoi? Parce que c'était aussi un choix, je pense, artistique. C'est pour découvrir la cathédrale de l'intérieur et de l'extérieur également, parce que elle est magnifique. Donc, il fallait vraiment tout explorer. Et quand on voit les images, il y a des lasers bleus tout autour. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que vous pensez? Je suis émue. Pour moi, ça fait partie d'un des moments les plus forts qui m'ont le plus marqué. Comment c'est arrivé, ça? Alors, on m'a invité, on m'a proposé de faire partie de cette émission et directement j'ai pensé à l'Ave Maria du spectacle Notre-Dame de Paris. Oui. Et c'est aussi parce que ça faisait un moment que je faisais partie du spectacle Notre-Dame de Paris et que j'interprétais Esmeralda. Et ce morceau, je l'ai tellement chanté sur scène pendant des années. Et pour moi, le fait de le chanter sur le parvis de la cathédrale, c'était comme si la boucle était bouclée. En même temps, c'est un message de paix, d'amour universel. Donc, c'était légitime que ça soit interprété ce soir-là. Oui, surtout des chanteurs et des chanteuses de Notre-Dame, il n'y en a pas eu tellement, finalement. Et en même temps, il y a des choristes à côté, l'orchestre à l'intérieur. Les répétitions n'ont pas dû être simples. Alors, pas du tout simples. Très rapides, d'ailleurs, aussi. Il y avait aussi la contrainte de la météo. Parce que voilà, c'était l'hiver, on avait peur qu'il y ait une tempête, mais on s'en était bien sortis. Ouais. Et en même temps, moi je me souviens de Aznavour et d'Anna Mouskouri chantant dans les églises, chantant à la fois le vrai Ave Maria ou la marche des anges pour des mariages de personnalités. Mais là, c'est la première fois qu'on avait un chant païen, justement, à Notre-Dame. Oui, c'est l'Ave Maria païen, donc...
Mais c'est en même temps une Ave Maria qui peut résonner chez tout le monde. Et les autorités de Notre-Dame vous ont félicité, ne vous ont pas posé de problème? Non, pas du tout. C'est même eux qui m'ont invité et ils ont tout validé, donc c'est bon. Vous étiez au courant de l'incendie, vous l'aviez suivi en direct? Bien sûr. Vous étiez en France à ce moment-là? Non, j'étais au Liban à ce moment-là. Et en même temps, Notre-Dame de Paris, je pense que vous êtes très attaché au roman de Victor Hugo. Oui, bien sûr. Vous l'aviez lu? Oui, à l'école. Oui. Bien sûr. Mais il y a d'ailleurs dans ce roman, qui a été écrit d'ailleurs au départ pour restaurer Notre-Dame, il y a un passage où il y a un incendie prémonitoire, qui est étonnant. Oui. Alors, il se trouve que vous étiez venu à Notre-Dame, mais en touriste, je crois. Oui. Alors, avant d'être citoyenne française, de nationalité française, je venais en France, à Paris, avec des rêves de faire partie de ce paysage artistique et d'appartenir aussi à la France. Donc, je venais en tant que touriste avec beaucoup de rêves et à chaque fois je visitais Notre-Dame de Paris, la cathédrale, et en partant, je la regardais pour y faire un dernier adieu. Et c'est pour ça que pour moi, le fait de chanter pour sa réouverture, c'était magique. Alors Notre-Dame, justement, en 2016, Luc Plamondon et Richard Cochian décident de reprendre Notre-Dame, créée en 1999, et pour remplacer Hélène Ségara, on pense à vous. Alors, il y avait un rôle à interpréter, le rôle d'Esmeralda. 2016, c'était le grand retour du spectacle à Paris, au Palais des Congrès. Et moi, c'était vraiment juste après mes auditions à l'aveugle, je pense. Oui, de The Voice. Voilà, de The Voice. Avant même les directs. Ouais, et c'est ce qui aussi, je pense, que le producteur du spectacle et les créateurs du spectacle m'ont vu sur The Voice, et c'est grâce à ça qu'on m'a appelé et qu'on m'a proposé le rôle. Donc vous avez bien fait d'accepter The Voice. En fait, on ne le sait pas toujours, mais Richard Cochian me l'a raconté. Un jour, Luc Plamondon arrive chez lui, il dit voilà, j'ai une idée, faire Notre-Dame de Paris. Donc il dit c'est fou, on n'y arrivera jamais. Il sort une bande de son tiroir qui était une maquette inutilisée, et c'est devenu Belle. Oui. Et ensuite, le spectacle, personne n'en a voulu pendant des années. Oui. Il le joue au piano avant que ça devienne un triomphe mondial. Oui. C'est comme quoi il faut s'acharner. Alors, il se trouve que vous aviez déjà joué des comédies musicales au Liban, mais le problème, c'est de conserver sa voix tous les soirs, car Notre-Dame, c'est pas simple. Oui, ça demande... c'est un travail d'endurance, on peut dire ça. Oui. Ça demande de l'endurance physique, mentale, vocale, psychologique. Vraiment, c'est un travail très difficile. Mais je pense qu'avec le fait de répéter, le répéter chaque soir, ça devient quelque chose de mécanique. Oui. Et en même temps, on peut retrouver aussi chaque soir cette émotion et cette adrénaline, parce qu'à chaque soir, il y a un nouveau public qui est là et qui nous porte. Et la chanson, bien sûr, que vous interprétez et qu'on a vue à la télévision, c'est celle-ci. Pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même. Vous avez donné une nouvelle vie à cette chanson. C'est-à-dire que vous l'avez interprétée de façon différente d'Hélène Ségara. Il faut jamais essayer de ressembler aux autres ou d'essayer d'imiter. Il faut conserver sa singularité et tout en essayant de rajouter quelque chose de nouveau. Alors ça a très bien marché au Palais des Congrès, et ensuite vous avez commencé une tournée dans un climat très différent de celui du Liban, puisque vous avez commencé dans le nord à Roubaix. Oui, c'était aussi une manière pour moi de découvrir toutes ces belles villes françaises. Et vous avez même retrouvé le Liban, et il y avait un festival encore à Jounieh, et là encore avec Notre-Dame. Voilà. Ouais. Et je crois que le consulat général du Liban vous a accueilli, il y a eu une soirée après les représentations. Oui, il y avait, au Liban, il y avait tous les soirs une fête. On mangeait très très bien. Et je me souviens qu'il y a Jay qui joue le rôle de Clopin, qui est un très très bon ami. Alors je pense qu'à des moments, il décommandait les sorties parce qu'il savait qu'on allait vraiment beaucoup manger. Mais la fête est permanente au Liban. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que même en temps de guerre, j'y étais, les Libanais conservaient le sourire. Oui, et ça peut, en fait, d'un quartier, entre un quartier et l'autre, ça pouvait vraiment être
dans un quartier, il y a les bombardements. Dans un autre quartier, ça peut être vraiment autre chose. Bah, je me souviens d'un restaurant, les hélicoptères passaient au-dessus et tout le monde continuait à dîner sans problème. En même temps, je sais pas comment le vivre, comment le décrire. Je sais pas si on peut être fier ou pas fier de ça, mais c'est très particulier. En tout cas, c'est un beau message d'optimisme. Alors, je crois que vous avez continué en Turquie, en Russie, au Canada. Enfin, vous avez fait pratiquement presque un tour du monde. On a fait le tour du monde avec Notre-Dame, oui. Et on est monté sur des scènes mythiques, historiques, un public à chaque fois au rendez-vous, le public qui chantait, était en ovation, les larmes aux yeux. C'est vraiment un spectacle qui touche vraiment le public. Et comment on l'explique ? Déjà l'histoire. Oui. Pour commencer, les belles mélodies, les paroles et toute la mise en scène qui est très efficace aussi, et ce jeu de lumière. Je pense que c'est vraiment un travail complet. Et puis, il y a un autre événement qui a marqué votre jeune carrière. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. La vie en rose, une chanson que Édith Piaf a écrite avec Marguerite Monod, sa copine. Marguerite Monod détestait la musique en disant c'est une guimauve, ça marchera jamais. Donc c'est le pianiste d'Édith Piaf qui a signé la mélodie, qui a fait fortune au désespoir des héritiers de Marguerite Monod. Comme quoi, on fait pas toujours les bons choix. Alors là, c'était les 80 ans de l'armistice. C'est arrivé comment ça aussi ? J'ai aussi été invitée pour faire partie de cette émission qui se répète tous les ans. Oui. Donc ce moment et cette date historique. Et pour moi aussi de faire partie de ce concert de la paix, c'est en tant qu'artiste franco-libanaise, c'est aussi très touchant pour moi et un honneur aussi d'en faire partie. Ibrahim Malouf était à vos côtés avec sa trompette, et puis il se trouve que il y a une séquence de Taratata qui, je pense, a changé votre destin. Oui. Là aussi, c'est un grand. Vous êtes invité à Taratata et Ibrahim Malouf est avec vous. Oui, on partage cette chanson sur Taratata, Lettre à France. Voilà, deux artistes d'origine libanaise. On a voulu rendre hommage à la France et à cette magnifique chanson de Paul Naref. Cette chanson est née de façon particulière. Paul Naref avait été escroqué par son secrétaire à tel point qu'il a quitté la France. Il y avait des impôts qu'il n'avait pas payés depuis des années. Il avait un appartement fabuleux avec une moquette de presque 1 mètre de haut. Et aux États-Unis, il a écrit cette lettre à France avec le regret d'avoir quitté son pays. Et c'est vrai que votre complicité musicale et dans la vie avec Ibrahim Malouf, c'est une évidence. C'est quelque chose qui a aussi, pour les deux, changé votre destin. Oui, bien sûr, forcément que c'est sûr que la musique nous a beaucoup rapprochés. Après, il n'y a pas que ça. C'est aussi en dehors de la musique et de nos carrières artistiques respectives. Il y a aussi cette communication, cette compréhension, ce respect, cet amour entre deux êtres humains. Exactement, et le travail immense que vous faites tous les deux, car je crois que je ne sais pas lequel de vous deux travaille de plus, mais... Non, je pense que lui, il est beaucoup plus en déplacement que moi. Et puis il y a aussi une autre chanson, vous avez rendu hommage à un artiste trop tôt disparu. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. Avec Vincent Niclot, une chanson de Balavoine. Encore une voix particulière, à chaque fois c'est une voix différente. Oui, ce sont des voix qui me parlent, qui me touchent. C'est qu'au départ, il avait fait 2 albums qui ne m'avaient pas marché. Il a dit, si le prochain album ne marche pas, j'arrête la chanson. Parce qu'il était choriste au départ. Il était choriste de Catherine Ferry, sa compagne, à l'Eurovision. J'arrête. Et ça a été le chanteur qui a été son premier grand succès et qui a fait sa carrière. Ah oui. Mais toutes ces voix différentes, ce qui vous amuse, c'est de faire des choses différentes, ce côté de ne pas être dans une case ? En fait, je réfléchis pas quand je choisis les chansons
que je veux interpréter. Ça doit vraiment... c'est un choix complètement naturel. Et si ce sont des chansons qui me parlent, qui me touchent, et donc j'y pense même pas en fait. Et vous parlez au public, la preuve, on va évoquer la date du 7 novembre 2025 et l'Olympia avec un album souvenir. À tout de suite sur Sud Radio avec Iba Tawaji. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Iba Tawaji. On a évoqué votre parcours multiple, Notre-Dame, tout ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu l'Olympia, le 7 novembre 2025, sort l'album Souvenir de cet Olympia. Cet Olympia a été très difficile à organiser pour des raisons d'emploi du temps. Oui, j'ai longtemps eu envie de faire cet Olympia. Après, je pense que il faut faire confiance aussi à la vie. Et je pense que le fait de le faire à ce moment-là, c'est ce qui a aussi contribué à ce qu'il y ait tous ces magnifiques artistes avec moi sur scène. C'est une scène mythique. J'en ai longtemps rêvé. Et c'est comme un point de départ, on va dire, pour une carrière solo aussi en France. Oui, parce que effectivement, l'Olympia au Liban, on connaît. Ah oui, bien sûr. On connaît, ça fait partie des mythes. C'est que l'Olympia, au départ, c'est Joseph Euler qui a créé le Moulin Rouge. Il a créé l'Olympia. Il a dit, je vais en faire un hangar à musique. Mais comment dit-on hangar à musique en anglais? Parce qu'il ne savait pas parler anglais. Il a dit, on lui dit, c'est un music hall. Et c'est comme ça que le mot music hall est né à l'Olympia en 1893. Alors, il se trouve qu'il y a eu effectivement beaucoup d'événements et il y a eu des chansons et des duos, dont celui-ci. Je n'ai besoin de rien pour savoir d'où je viens. Je porte mon histoire comme on porte son cœur, comme on porte les airs et le sang des anciens. Ça ne fait pas de bruit, mais cogne à l'intérieur. Un duo avec Madame Monsieur. Oui. Pourquoi ce duo? C'est une chanson mais qui s'intitule Pour savoir d'où je viens. C'est une chanson qui figure sur l'album de Madame Monsieur. Et c'est un duo entre Madame Monsieur et moi. Et donc j'aime beaucoup cette chanson. Elle me parle beaucoup. Et quand j'ai décidé de faire l'Olympia, j'ai directement pensé à Madame Monsieur et j'ai vraiment voulu chanter cette chanson sur scène ce soir-là. Oui, le titre vous correspond, Pour savoir d'où je viens. Bien sûr. C'est le Liban. Alors, la pochette de l'album, parce que l'album réunit toutes les chansons, on vous voit dans le fauteuil rouge de l'Olympia, c'est mythique pour oui, vous. c'est assez symbolique. On peut pas s'en passer de ce fauteuil rouge, je pense. En fait, la direction de l'Olympia se mettait toujours au 9e rang, et il y avait dans la loge au-dessus 2 places toujours vides. On disait que c'était les places de la reine d'Angleterre qui n'est jamais venue, mais quand il manquait 2 places, on donnait ces 2 places-là à ces gens-là. Alors, il se trouve que cet Olympia, c'était un répertoire français et arabe. Oui. C'était un mélange de mon répertoire à moi en arabe, de mes albums, de mes chansons en arabe, et aussi des duos et des trios en français, avec des artistes que j'admire, qui sont aussi des amis pour certains, des collaborations dont j'en suis fière. Voilà, avec des amis qui ont tous accepté de venir. Oui. En plus, c'était une soirée placée sous le signe de la paix et de la fraternité. Aussi, et de la diversité, et de ce pont entre l'Orient et l'Occident. Oui, et puis c'est en même temps une soirée, et on le sent sur l'album, où vous évoquez tous les thèmes qui vous sont chers. Oui. L'amour, les racines, la nostalgie. Et la famille, oui. Chaque chanson qui figure dans ce concert, elle raconte une partie de ma vie et des choses qui me sont chères. Cet album qui sort, c'est un peu votre autobiographie. Un peu. Voilà. Un peu. Et parmi les duos, il y a celui-ci avec Lara Fabian, Je t'aime. Je t'aime, je t'aime.
deux voix très fortes. Elle a commencé à prendre, je crois, les premiers cours de musique à 5 ans au Conservatoire de Bruxelles. Elle a commencé à écrire des chansons à 12 ans. Et là, vraiment, c'est deux voix qui se complètent, qui s'affrontent presque. Elle est incroyable. Elle fait partie des chanteuses que j'ai peut-être le plus écoutées dans ma vie, oui. Une voix qui m'a beaucoup inspirée. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai compris aussi pourquoi j'admire sa voix autant. C'est parce que aussi c'est une personne généreuse, bienveillante, gentille, douce, vraiment très touchante. Donc c'était un cadeau de l'avoir avec nous ce soir. Et Ibrahim Malouf était bien sûr à côté de vous pour vous accompagner. Oui. Et c'est vrai que le trio fonctionnait très bien. Et puis il y a quelqu'un aussi qui est dans cet album et avec qui vous avez fait un duo, et là ce sont vos racines, c'est Icare. Puis un jour j'ai rencontré un vieux chêne qui m'a raconté son histoire de très loin. Depuis ce jour les cèdres en moi parlent français. Et plus rien n'est pareil. On veut tous enfin s'exprimer. Je m'emplis d'une joie intense. La lune de l'Orient immense traverse la Méditerranée. On est pareil. Encore deux voix qui se complètent parfaitement. Et Icare, c'est la famille, c'est le Liban. Icare, c'est la famille, bien sûr. Les Cèdres, c'est une chanson qui figure aussi sur l'album d'Icare, qu'on partage tous les trois avec Ibrahim. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup, qui me parle forcément. Et c'était aussi très important de l'interpréter aussi durant ce concert. Oui, et Icare, qui était à votre place voici quelques mois dans les Clés d'une vie, à votre fauteuil, m'avait raconté son parcours avec beaucoup de sérénité et de franchise. Le courage qu'il a eu, parce qu'il a eu des addictions, il s'en est sorti. Oui. C'était pas évident. Non. Et mais son histoire et son parcours sont très inspirants. C'est une personne qui est vraiment très chaleureux, très solaire aussi. C'est la famille Icare. Et en même temps, ces cèdres du Liban, pour vous, c'est un symbole de la poésie et du Liban. Oui, c'est le symbole du Liban. D'ailleurs, les cèdres figurent sur le drapeau libanais. Les cèdres, c'est tout ça fait partie de cet héritage qu'on a aussi. C'est dans la tradition familiale. C'est vrai qu'il y a des traditions au Liban qui passent les décennies et les siècles. Et ça, dans votre famille, c'est très important aussi. Mais je pense qu'au Liban, on aime protéger et conserver les traditions, mais on a aussi en même temps cette ouverture au monde et ce côté très moderne aussi. Je pense qu'il y a le mélange des deux. Ce que vous êtes d'ailleurs, ça a été votre culture et ça continue à l'être. Quand on écoute cet Olympia, on se dit mais pourquoi n'avoir fait qu'un soir? Il y a tellement d'événements, tellement de choses qui auraient pu durer plus longtemps. Mais j'aurais aimé le faire tous les soirs, moi, voilà. si je pouvais. Et ça a été difficile à monter, à convaincre tous les artistes, à trouver les dates? C'était pas simple de réunir tout le monde autour de cette date, mais ils ont tous accepté dès la première invitation. C'était vraiment très touchant de voir combien ils étaient réceptifs. Oui, en plus, tous vous connaissez ou certains vous découvrez? Alors, Mathieu Chédid, qui était là ce soir, c'est notre témoin de mariage à Ibrahim et moi. Donc, c'est aussi la famille. Florent Pagny, que j'avais déjà rencontré sur le plateau de The Voice, qui m'a fait un énorme cadeau d'accepter de monter sur scène, alors que ce n'était pas prévu avant 2026, je pense. Oui, parce qu'il avait été malade, il s'en est sorti, mais il a tourné en 2026. Et ça a été un événement, parce que ça a été annoncé nulle part, il est arrivé sur scène. Oui, et il est arrivé sur scène, c'était une surprise pour le public. Et la réaction du public, on peut l'entendre sur l'album. Elle est extraordinaire. On va écouter d'ailleurs Florent Pagny avec vous. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Apprendre à sourire. Rien qu'un pour le geste, sans vouloir le reste. Et apprendre à vivre. Et s'en aller. Apprendre à rêver. À rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux et savoir donner. Donner sans rature, ni demi-mesure. Une voix intacte qui reparle. Il a une voix incroyable. Incroyable.
savez qu'il a débuté, comment il a appris son métier dans les bars parisiens du côté des Halles. Pendant des mois, personne ne voulait de lui. Et il débutait en chantant de 22h, quelquefois 3h du matin, avec un autre débutant, Patrick Bruel. Il se relayait. Et c'est une façon d'apprendre son métier. Mais j'ai l'impression que tous les grands n'en voulaient pas au début. Personne n'en voulait. Non. J'ai l'impression que c'est comme ça pour tous les grands chanteurs et chanteuses. Ah mais tout le monde, les plus grands sont jetés. Vous avez eu la chance d'être accepté tout de suite? Alors, oui et non, parce que au Liban et dans le monde arabe, j'ai longtemps et jusqu'à maintenant, je collabore avec la famille Rahbani, qui est une famille musicale légendaire dans le monde de la musique et du théâtre au Liban et dans le monde arabe. Donc forcément, quand on prend cette place, la responsabilité, elle est énorme. Donc moi, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans. Et donc, et quand on commence assez haut, ben, forcément beaucoup de personnes qui vont... Et puis c'est vrai qui vous tirent dessus. qui nous tirent dessus. Il faut résister. Il faut résister, il faut y croire, il faut certainement que parfois on a des moments de fragilité, de vulnérabilité, mais ça devrait, on devrait utiliser ça comme oui, comme un ressort. Un ressort, oui, et pour être motivé à aller encore plus loin. Il y a quelqu'un qui a effectivement beaucoup compté dans votre vie, vous l'avez cité, c'est Oussama Rahbani, votre producteur. Là, vous vouliez travailler avec lui. Oui. C'est une belle histoire, ça. Oussama, c'est un producteur-compositeur très respecté, très connu dans le monde arabe. Et moi, donc, je suivais ce qu'il faisait, tout son parcours et tout ça. Donc, je rêvais de le rencontrer et de travailler avec lui. Et c'est via une amie en commun qu'on s'est rencontrés. Et j'ai passé une audition. Et depuis, on a enchaîné les collaborations, les albums et tout ça. Et je crois sans le moindre contrat depuis 17 ans. Sans aucun contrat. Oui. Les gens ne savent pas ça parce qu'au Liban et dans le monde arabe, on pose souvent la question, mais il n'y a vraiment aucun contrat entre nous. C'est fou, hein. Oui. C'est la confiance. C'est la confiance et c'est surtout, on fait de la musique. Donc, si la musique et la créativité, je pense, elle est libre, elle doit rester libre aussi. Oui, mais c'est tellement rare. C'est rare, c'est et vrai. puis, dans cet album, il y a aussi un duo avec Ibrahim Malouf, c'est Maponde. Bien sûr. Aux foules qui se relient. C'est vraiment, cette chanson, c'est un symbole. Ibrahim et Mathieu. Voilà, d'ailleurs. exactement. Ouais, Maponde, qui est un hommage au Liban. Exactement. Également. Un symbole, effectivement. La répétition, c'était compliqué de chanter avec Mathieu, avec Lara, avec tous ces gens-là. Alors, la répétition, c'était 2 jours. Voilà. C'est un jour dans un studio et puis le deuxième jour, c'était le jour du concert, c'était le matin du concert. Ouais, voilà. Donc c'était une longue journée de répétition et de concert en même temps. C'est votre passion finalement. Vous franchissez ces obstacles par passion. Bien sûr. C'est beaucoup d'amour et de passion pour ce métier. L'album est sorti le 7 novembre, mais c'est le point de départ parce qu'il y a un autre album en français qui se prépare. Oui. Alors là, je suis en pleine création. En fait, je prépare 2 albums en français. C'est la première fois que je le dis. Oui. Mais ils sont différents. Il y a un album avec des chansons originales et un autre qui serait un hommage aux chansons françaises. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai envie de rendre hommage à ces chansons et à la France avant de me lancer dans un album avec des chansons originales. J'ai envie de passer par ça. Ben, notre envie, c'est de l'écouter le plus vite possible, d'écouter ces 2 albums. En tout cas, procurez-vous cet album qui est un moment de grâce à l'Olympia qu'on peut retrouver sur cet album. Et puis, continuez ainsi, Bataouaji, parce que vous avez un vrai talent, une vraie voix. Et votre chemin, c'est votre voix, justement. Merci beaucoup, merci. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.